Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence encore une fois en ligne pour cet autre webinaire. Dans quelques instants seulement, nous allons commencer. Bienvenue déjà à ceux qui sont déjà connectés. Et puis, on va laisser juste quelques minutes, le temps de permettre à tous ceux qui nous rejoignent, voilà, de se connecter. Et puis, on pourra donc commencer. Nos trois invités sont déjà donc en place. On aura l'occasion tout à l'heure de les découvrir. Vous avez déjà sans doute vu l'affiche, les différentes affiches sur les pages, les réseaux sociaux de Polaris Assos. Et ben, on aura l'occasion de les présenter tout à l'heure. Et puis, la thématique également que nous abordons aujourd'hui, en rapport bien sûr avec la jeunesse, on parlera donc de ce sujet-là. Merci encore une fois pour la confiance renouvelée à l'endroit donc de Polaris Association. Et puis, bien sûr, pour ces Good Night Show qui ont commencé, souvenez-vous, depuis un peu plus d'un an maintenant, et plusieurs thématiques ont été abordées en rapport avec la jeunesse, la politique, autant de sujets en tout cas que nous avons abordés au fil des mois, voilà, au cours donc de cette année 2025. Et puis, ben, cela se poursuit donc pour ce 10e numéro. Dans quelques instants, donc, on va commencer. On laisse le temps donc à tout le monde de se connecter. Mesdames, Messieurs, nous vivons une époque où les modèles politiques se redéfinissent, une époque où les aspirations démocratiques se heurtent aux réalités économiques, une époque enfin où la question de la souveraineté redevient centrale dans ce contexte de mutation profonde. Une interrogation s'impose. Qui portera la relève en Côte d'Ivoire comme dans de nombreux pays africains? La jeunesse constitue la majorité de la population. Elle représente une force démographique incontestable, mais est-elle réellement une force politique? Est-elle suffisamment préparée, formée, structurée pour assumer les responsabilités de demain? C'est autour de ces questions que s'articule donc ce 10e numéro des Bay Night Show, ces rencontres d'échange et de partage en ligne initiées depuis maintenant un an, je le disais tantôt, par Polaris Association. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ce numéro intervient dans une période particulière, puisque chrétiens et musulmans observent respectivement le carême et le jeûne du Ramadan. J'en profite en tout cas pour souhaiter à chacun des moments intenses de spiritualité, de réflexion et d'élévation. Le thème qui nous réunit donc ce soir est le suivant: défis et enjeux sociopolitiques. La jeunesse peut-elle assurer la relève? Point d'interrogation. Pour en débattre, trois invités de marque, trois jeunes engagés. Nous avons d'abord Franck Gauzet, il est donc fondateur de Youth Education et du centre AY Solutions, entrepreneur social, expert donc en management de projets, engagé pour l'autonomisation des jeunes Africains. Bonsoir Franck. Bonsoir Abdul. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation donc de Polaris Association. Il y a en tout cas un élément qui revient dans votre présentation, c'est bien sûr l'engagement pour l'autonomisation des jeunes Africains. En 30 secondes, est-ce que pour nous dire de quoi il s'agit? Oui, déjà merci pour le moment de partage. Un plaisir. Depuis 2015, je suis beaucoup plus engagé pour l'engagement des jeunes, pour la formation à la citoyenneté. Ouais. Et voilà, après, nous avons essayé de pousser un peu parce que nous avons compris que l'engagement avait ses limites et que les jeunes qui étaient engagés depuis l'école, à un moment donné, à un âge donné, recherchaient maintenant l'autonomisation, donc l'emploi. Ouais. Donc, ils voudraient devenir entrepreneurs. Donc, du coup, 5 ans plus tard, j'ai fondé les centres AY Solutions. On en a quatre aujourd'hui, donc à Boaké, à Abidjan, à San Pedro et à Daloa, Mm. qui forment véritablement qui forment pour leur trouver du travail, donc qui forment à l'insertion, D'accord. avec des thématiques assez transversales, Mm. comme le leadership, les soft skills, l'anglais, D'accord. le back office, et puis bon, voilà, à la fin, on leur trouve du travail. Ça montre en tout cas que vous êtes la personne indiquée, pour l'une des personnes indiquées pour en tout cas Merci. évoquer ce sujet. On aura l'occasion de développer tout à l'heure. Notre deuxième invité, Serge Kwame. Bonsoir Serge. Et il est donc Bonsoir coordinateur Abdul. du programme
compétences pour demain en Côte d'Ivoire au sein donc de Solidarité laïque. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, notre dernier invité, c'est donc Josias Assemon. Il est créateur de contenu et communicant spécialisé dans l'analyse politique et la vulgarisation donc civique. Bonsoir Josias. Bonsoir, Monsieur Diallo. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous les trois d'être parmi nous. Chers participants, eh ben, pour les habitués, hein, vous le savez, vous aurez également la possibilité d'intervenir et de donner votre point de vue dans le second tableau du webinaire. Vous pourrez lever tout simplement la main pour partager votre point de vue ou encore poser des questions à nos invités, car bien sûr, à Polaris Association, votre avis, votre voix compte. Trois sondages également vous seront proposés au cours de ce webinaire en direct. Vous pourrez donc réagir dans le courant donc de ce direct. Merci encore une fois. Alors tout de suite, nous allons mettre les pieds dans le plat et j'ai bien envie de commencer par vous, Josias Assemo, qui est donc analyste politique, analysez donc la vie politique ici, notamment en Côte d'Ivoire. Quelle est aujourd'hui la situation des jeunes selon vous? Est-ce que les jeunes occupent réellement la place qu'ils méritent dans dans les sphères de décision en Côte d'Ivoire? Encore bonsoir à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi. C'est un honneur d'être aujourd'hui invité à ce débat-là. Pour revenir à la question, d'abord, faut classifier les choses, faut préciser les choses. Faut ranger les citoyens ivoiriens qu'on qualifie de jeunes dans une sorte de classe. Parce que à la réalité, on pourrait le dire ainsi, trois types de jeunes en Côte d'Ivoire. Il y a d'abord la première. Là, ce sont ces jeunes-là qui sont intéressés par la chose politique, donc qui se posent des questions, qui mènent des réflexions, comme ce qu'on fait là. Ça, c'est la première classe. Et il y a la deuxième classe, celle-là qui est hésitante. Donc, qui se dit, est-ce que je peux m'intéresser à ça? Est-ce que je ne dois pas avoir peur? Qui se pose encore des questions, mais qui est entre le pas qui va permettre d'aller vers la chose politique et celui-là qui va permettre de l'éloigner. Et il y a la troisième classe, ces jeunes-là qui ne sont même pas du tout intéressés par la chose politique à cause d'un antécédent, parfois ou par moments généralement lié par la famille, par l'éducation familiale. Donc, si on réussit à classer ainsi ces jeunes Ivoiriens-là dans ces trois classes, on peut se rendre compte que les jeunes ne sont pas nécessairement impliqués dans la chose politique parce que finalement ou malheureusement, c'est la troisième classe. Donc, celle-là qui regroupe les jeunes qui ne sont pas vraiment intéressés par la chose, qui est plus nombreuse, qui a plus de jeunes en son sein que la première classe, par exemple, où il y a ceux-là qui se posent des questions. Et malheureusement, on pourrait le dire, c'est un constat, la majorité de ces jeunes qui se trouvent dans la troisième classe, donc qui ne sont pas vraiment intéressés par la chose politique, c'est ceux-là qui, à la réalité, participent à la chose politique. Donc, lorsqu'on aura, par exemple, des élections, ils vont aller faire campagne pour des candidats, ils vont manifester leur présence, mais pas pour la chose politique à la réalité. Généralement, c'est pour l'intérêt. Donc, on va leur donner de l'argent, on va leur promettre des choses. Et malheureusement, ce comportement-là empêche ceux-là qui sont vraiment intéressés par la chose politique d'agir avec efficacité, efficience, en ce sens où leur objectif à la réalité, c'est de permettre à ce que tout le monde puisse s'intéresser à la chose politique, expliquer, éduquer relativement à cela. Donc, si on regarde avec ces trois classes-là, on pourrait dire que majoritairement, la jeunesse ivoirienne n'est pas vraiment impliquée, encore moins intéressée par la chose politique. D'accord. Franck, vous partagez ce point de vue? C'est le même constat que vous faites, les Oui, jeunes? absolument, Ouais. absolument, absolument. Moi, je pense que j'ai fait quand même des recherches. Vous savez, à la base, on a quand même 75,6% de la population qui est jeune. Donc, on remarque que la prise de décision demeure majoritairement concentrée entre les mains de la minorité, donc qui sont 24,4%. Donc, cela veut tout dire. Voyez, cela veut dire que la minorité déjà dirige la majorité. Ça, c'est clair, c'est factuel. Quand on prend aujourd'hui le Sénat, la moyenne d'âge au Sénat frôle entre 50 et 52 ans. Voyez, sachant qu'un jeune en Côte d'Ivoire, c'est du 15-35.
Oui, c'est entre 15 et 35. L'Assemblée nationale, la représentation, elle est très limitée. Vous voyez, elle est très limitée. Cette année, on a quand même quelques jeunes qui ont fait beaucoup de différences. Donc, avec l'honorable Nabil Balo, député de Bon, l'honorable Alassane Diakité, député de Divo, qui est très jeune. Bon, l'honorable Jarvis Zamblé, qu'on connaît tous, qui a déjà siégé à l'Assemblée, qui est maire et député de Goïtafla. On a Koulibaly Adaman, qui est député maire aussi de Dabakala. Vous voyez, et déjà, ça montre quoi? Ça montre que sur toute l'Assemblée, on a vraiment peu de jeunes qui siègent. Et selon les sources de la plateforme de l'Union interplanétaire, on a quoi? On a que l'âge moyen d'un député est de 55% et on a seulement 3,1% d'entre eux qui a moins de 40 ans. Voyez, on a 0,4% à 30 ans ou moins. Voyez, donc ça montre combien de fois la classe dirigeante, la classe qui prend des décisions est majoritairement âgée. Voilà, donc voilà, on n'a pas beaucoup de jeunes dans les prises de décision. Et voilà, c'est sûr pourquoi on travaille vraiment à l'engagement civique, on travaille à ce que les jeunes soient autonomes, puissent prendre des décisions pour eux-mêmes et arrivent déjà à se prononcer sur certains sujets. D'accord. On aura l'occasion en tout cas d'en parler. Mais quand vous parlez de la question donc de la jeunesse, certains vous renvoient, vous ne renvoient pas forcément à l'aspect âge. Et on vous dit que non, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de génération ou encore une question donc je vais dire de compétences. Serge, est-ce que vous partagez également ce point de vue-là? Que le renouvellement générationnel n'est pas forcément une question d'âge. Merci. Je ne vais pas revenir encore. Merci à Franck. Je ne vais pas revenir sur les statistiques qu'il vient à peine de mettre en lumière. Oui. Mais ce qu'il faut noter pour répondre à votre question, c'est que la jeunesse pris dans son ensemble aujourd'hui est terriblement impactée par l'environnement dans lequel il vit. Et du coup, sociologiquement, un jeune de 18 ans à Abidjan ne subit forcément pas les mêmes impacts environnementaux que celui qui vit, par exemple, je dirais, dans un campement reculé en Côte d'Ivoire. Du coup, cet impact-là met déjà un certain nombre de barrières ou bien de standards dans la catégorisation même de ces jeunes-là. Ça, il faut le noter, c'est très important. N'empêche qu'en Côte d'Ivoire, nous avons quand même des classifications qui sont, on va dire, formelles. On entend souvent parler de certaines tranches d'âge au niveau du ministère de la Jeunesse qui partent de 16 à 35 ans. Voilà comment on catégorise les jeunes en Côte d'Ivoire. Mais à côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'âge juridique qui fait référence à la majorité pour pouvoir voter, à la majorité nubile. Vraiment, il y a plusieurs classifications comme ça qui rentrent véritablement dans ce qu'on pourrait appeler jeunes en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien noté. Je rappelle que vous pouvez, voilà, ce webinaire est donc en direct sur la page Facebook de Polaris Association. Nous vous demandons de bien vouloir partager, pourquoi pas, afin de relayer au maximum donc ces échanges. Je sais, Simon, justement, quelle place devraient occuper alors les jeunes? Puisque vous le dites, il représente donc 70%, un peu plus de 70% de la population ivoirienne. C'est quoi la place qu'ils devraient occuper aujourd'hui? Alors, les jeunes représentent 75%, D'accord. pour être plus précis. Mm. Là, nous sommes en politique et c'est quelque chose qui fait la différence avec tous les autres sujets qu'on peut traiter. Vous savez, en politique, on n'occupe pas quelque chose parce qu'on mérite, donc parce qu'on a dit ou on a écrit que ça doit te revenir. Non, en politique, on occupe un poste ou une fonction parce qu'on a conquis, on a réussi à gagner, on a réussi à récupérer, on a montré qu'on doit être à ce niveau-là. Donc, si la jeunesse, ou on veut positionner la jeunesse dans le calcul politique, il faudrait que la jeunesse puisse également participer, jouer le jeu, fait le jeu politique. Et là, ça nous renvoie, par exemple, aux compétitions électorales qu'on a en Côte d'Ivoire. Et c'est là que la chose peut être entendue comme biaisée, en ce sens où, pour être candidat à une législative, il faut, par exemple, avoir au moins 25 ans. Pour être candidat à une élection municipale, il faut avoir au moins 25 ans. Là, le jeune, par exemple, peut être candidat. Il peut participer à ces élections-là. Mais les jeunes, généralement, sont, par moment, pour ne pas dire dans l'ensemble, très ambitieux. Donc, quand on regarde ces jeunes-là qui parlent de leur ambition politique, il y en a qui veulent être président de la République.
Mais lorsqu'on regarde le critère pour être président de la République, un jeune ne peut pas en Côte d'Ivoire parce que le critère commence à partir de l'âge de 35 ans. Donc, lorsqu'on prend le cadre légal, à 35 ans, pour ne pas dire 35 ans, c'est le dernier, si on peut le dire ainsi, âge pour être encore considéré comme jeune. Donc, ce facteur-là, pour ne pas dire, ces facteurs qu'on a là, ne sont pas nécessairement des facteurs qui permettent aux jeunes de compétir. Parce que si les jeunes doivent avoir une place en politique, il faudrait qu'ils compétissent d'abord. On peut parler de législative, on peut parler de municipale, mais si on a deux élections et qu'on remarque qu'il y a une autre qui n'est pas ouverte aux jeunes, ça renvoie tout le système électoral dans le questionnement, au sens où est-ce que les jeunes sont pas assez matures, par exemple, pour diriger le pays et ils sont suffisamment matures pour diriger une collectivité. Ça crée un nouveau débat et ça empêche à la réalité d'avoir ces jeunes-là en politique. Parce qu'ils entendent par là également qu'il y a une exclusion qui est faite à leur niveau. Certains vont jusqu'à dire que c'est une insulte à leur petite personnalité parce qu'on ne leur apporte pas, on ne leur accorde pas assez d'importance à telle enseigne qu'on les relègue à des tâches secondaires comme les législatives et les municipales. Donc, si on veut parler de la place de la jeunesse normalement politique, ce sont les jeunes qui doivent faire la politique. Ce sont les jeunes qui doivent être les acteurs principaux. D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, on a 75% de jeunes. Donc, si on regarde par exemple aujourd'hui ceux-là qui dirigent la Côte d'Ivoire, on remarquera qu'il n'y a pas réellement, il peut en avoir, mais il n'y en a pas réellement avec les visages qu'on connaît de jeunes. Donc, finalement, ou pour dire en un mot, c'est 25% de la population de Côte d'Ivoire qui dirige 75% de la population. Pour même pas dire 10% ou 5% qui dirigent la Côte d'Ivoire. Les jeunes, à la réalité, ont une fonction centrale très importante qu'ils doivent jouer, mais parce qu'il n'y a pas, par exemple, le caractère juridique qui est favorable. Et à côté de cela aussi, il y a les conditions sociales qui ne sont pas intéressantes parce que l'objectif premier d'un jeune, il ne faut pas se mentir, c'est aussi assurer son bien-être, donc gagner de l'argent. S'il se rend compte qu'aller à une élection n'est pas favorable déjà et qu'il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent empêcher ce jeune-là de jouir autour de cela, il va se concentrer sur autre chose. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais si on revient à la question centrale qui est de poser, qui est de savoir quel est le positionnement de la jeunesse ou du jeune en politique, il n'y en a pas la réalité, parce qu'il faut conquérir, il faut combattre pour avoir sa position. Mais lorsqu'on regarde déjà ce qui va permettre de compétir, les jeunes sont défavorisés. D'accord. Donc, en réalité, la place elle n'est pas acquise, elle doit être, on doit l'arracher en un mot. Je vais me tourner maintenant Exactement. vers Serge. Qu'est-ce qui bloque, à votre avis, je sais, ça se met en évidence le fait que le manque d'engagement parfois, mais qu'est-ce qui bloque selon vous? Pourquoi les jeunes peinent-ils à accéder au poste de décision aujourd'hui? Euh, Merci Abdoul, hein. Pour répondre à cette question, je voudrais nous inviter même à regarder un peu dans le rétroviseur, en griffe, dans le rétroviseur pour faire référence à certains faits marquants dans le passé et comment est-ce que les jeunes ont été utilisés justement dans ces différents contextes politiques. Je vais remonter même jusqu'à l'ère du président Félix Houphouët-Boigny, elle a été marquée par une stabilité politique relative jusqu'aux crises sociopolitiques des années 90 à 2011, on va le dire. La jeunesse, à cette époque, a été souvent, a occupé une place assez ambivalente, on va dire ça comme ça, souvent moteur de mobilisation citoyenne, mais aussi parfois instrumentalisée dans des conflits politiques. Alors, ma question ici, c'est est-ce que, pour revenir, hein, je suis très d'accord avec Josias, le constat qu'il fait aujourd'hui, mais est-ce que si on essaie de remonter dans ce contexte historique-là, on ne pourrait pas se heurter à une réalité qui veut que ce soit un héritage que nous avons reçu depuis l'avènement politique, même en Côte d'Ivoire, on va le dire comme ça, qui a connu plusieurs étapes. Une première question. Alors, est-ce que depuis aussi, cette même jeunesse-là a été suffisamment accompagnée depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir oser, on va dire ça comme ça, postuler ou bien candidater dans cette sphère politique aujourd'hui qui est bien connue comme étant l'affaire d'une catégorie, d'une minorité de personnes. Voilà.
Je voudrais préciser que vous pouvez donc interagir avec nous, hein, et donner votre point de vue également sur le sujet. Chers participants, n'hésitez surtout pas. On va profiter pour mettre donc le premier sondage qui vient donc d'être balancé, que vous avez l'occasion donc de voir. N'hésitez surtout pas à répondre donc à toutes ces questions, voilà, qui posées. Tout de suite, on va donc avancer, tout en vous rappelant que vous pouvez donc lever tout simplement la main, et puis on vous donnera la parole pour également donner votre point de vue sur la question. Je me tourne maintenant vers Franck, qui ne s'est pas prononcé sur cette question, sur ce qui bloque. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche les jeunes aujourd'hui d'occuper la place qu'ils méritent? Ok, nous savons tous que la souveraineté, c'est de choisir par soi-même. Hmm. Donc, on est clair que si on a une jeunesse autonome, qui maîtrise la technologie, qui comprend les enjeux économiques, qui s'engage dans la vie publique, qui crée des entreprises locales, alors elle devient gardien de la souveraineté nationale. Mhm. Voyez? Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on a une jeunesse qui est outillée, qu'on forme bien, à qui on donne vraiment tout le cadre légal pour un développement véritable, pour moi, on aura des jeunes qui feront de la différence. Vous savez, nous venons de finir les législatives. On a tous vu combien de fois il a été nécessaire pour des jeunes d'avoir des moyens. Voyez, d'avoir des moyens. Les jeunes qui ont véritablement brillé, on a vu la campagne. Sans moyens, on ne peut pas faire des campagnes. Donc, comment un jeune, par exemple, qui est instable économiquement, peut aller battre campagne? Surtout qu'on sait que le dispositif qu'on a en ce moment est un dispositif qui demande qu'il faut avoir vraiment beaucoup de moyens. Même quand on a des idées, les gens n'écoutent plus les idées. Les gens n'écoutent plus les programmes de campagne pour la plupart. Ils regardent ce qu'on leur donne. Donc, si on outille les jeunes, on leur donne véritablement ce qu'il faut, on rend la jeunesse beaucoup stable. On pense qu'il Mhm. aura aussi quand même dans le filon des jeunes quand même un langage ou bien un outil quand même de combat pour quand même gagner cette souveraineté-là, vous voyez. En plus de ça, aujourd'hui, en plus de l'éducation, en plus de l'éducation ou la formation ou la création d'entreprises ou l'autonomie qui les aide vraiment à être outillés pour aller sur le champ politique et aller battre campagne, aller les gagner, comme le disait tout à l'heure Simon, parce qu'on gagne. Donc, il faut véritablement créer un cadre légal pour véritablement aider les jeunes à être inclus dans la chose politique. Vous voyez, il n'y a pas plus tard, le ministre de la Jeunesse faisait, je crois, un événement pour les meilleurs vœux. Et on sait tous que dans l'un des discours, il a été mis en lumière le cadre légal fort qui parle de la loi d'orientation relative à la jeunesse. Voyez? Voilà. Donc, c'est la loi numéro 2023-898 du 23 novembre 2023 qui parle de la protection de la jeunesse, leur formation, leur insertion socio-économique, leur participation citoyenne et la promotion du civisme. Voyez? Ce qui est réellement puissant pour aider quand même à la disposition institutionnelle des jeunes. Vous voyez? Donc, je me dis Mhm. par exemple que quand vous prenez par exemple l'article 14 affirme le principe de la participation active des jeunes dans la vie publique et le développement national. Autrement dit, la jeunesse devrait être appelée à être actrice au lieu d'être spectatrice. Mhm. Voyez? Donc, quand vous prenez par exemple l'article 15, il prévoit que l'État prenne des mesures garantissant à la représentation des jeunes au sein des parlements, par exemple, dans les conseils locaux, dans les bureaux des assemblées élues. Vous voyez, cela signifie quoi? Cela signifie que la représentation des jeunes n'est pas facultative, mais elle est un objectif politique qui est encadré juridiquement. Si je vais plus loin dans l'article 16, il encourage la mise en œuvre du mécanisme favorisant l'implication des jeunes dans les institutions consultatives et décisionnelles. Autrement dit, la jeunesse doit être associée aux décisions qui impactent son avenir. Vous voyez, il faut de la gouvernance inclusive. Vous voyez, et quand les jeunes, ou bien je vais aller même sur ce que signifie cette avancée légale. Vous voyez, ces articles ne sont pas symboliques. Ils consacrent quand même trois principes majeurs: la reconnaissance institutionnelle de la jeunesse, la légitimité politique et sa participation, la responsabilité de l'État à organiser cette inclusion. Donc, je pense que ça, vous voyez, en conclusion, nous ne sommes pas dans un registre de promesses et de slogans aujourd'hui.
la participation des jeunes est désormais inscrite dans la loi ivoirienne. Voyez? Donc, quand, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quand est-ce que nous allons traduire cette volonté juridique en transformation institutionnelle réelle? Quand la majorité démographique deviendra-t-elle une majorité décisionnelle? Vous voyez, aujourd'hui, croyez-moi, la jeunesse ne doit pas demander un privilège. Et on ne demande pas de privilège. On réclame juste la cohérence entre les lois et la réalité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est factuel. Voilà, donc voilà. Donc pour vous, il faut tout simplement appliquer ce que dit la loi, tout simplement. Bien sûr. Et donner les moyens, les moyens légaux aux jeunes pour pouvoir quand même se développer. Il ne faut pas attendre juste que les jeunes soient à leur merci, en train de vouloir faire la politique, c'est beaucoup. Ça demande beaucoup de choses. Donc, je veux dire, il faut quand même encadrer dans une vision à long terme la participation et vouloir les jeunes peut-être dans 5 ans, 10 ans. Vous voyez, toute politique qui veut les jeunes en train de prendre des décisions doit quand même commencer à les encadrer et au fur et à mesure pour qu'on arrive à avoir quand même des jeunes qui prennent la relève. Voilà. D'accord. Donc, voilà ce que j'aimerais dire sur la question. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, dans le chat, on a plusieurs questions qui sont donc relayées. Continuez en tout cas, chers participants, à interagir avec nous et à donner donc votre point de vue également, poser des questions. Vous aurez la parole tout à l'heure et vous pourrez intervenir. Alors, il y a cette question donc d'un internaute qui dit: que peut-on faire pour cette jeunesse ivoirienne dont l'opium est le buzz personnel, médiatique, au détriment donc de l'intérêt général, ou que peut-on confier à une jeunesse qui n'a aucune notion donc du bien commun? Je voudrais aller dans le même sens que cette question pour demander à Serge, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, la jeunesse est prête justement à prendre la relève? Est-ce qu'elle dispose donc des compétences nécessaires, mais aussi de l'expérience qu'il faut pour pouvoir justement prendre la relève? Merci, merci. Je reviens sur mon même référentiel de tout à l'heure qui est d'ordre d'un contexte historique, on va le dire, de ce constat historique que nous connaissons aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien même reformuler votre question pour aborder dans un autre sens qui se rejoindrait forcément. Comment transformer même l'héritage de cette jeunesse-là, d'une jeunesse souvent mobilisée dans des crises ou pour remplir des stades, pour des meetings de partis politiques, en une génération qui est capable d'assumer une relève politique responsable, éthique et inclusive. Alors, répondre à cette question-là reviendrait certainement à aborder ce que vous venez de dire aussi dans un sens de conscience collective où il est bon de reconnaître qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, elle est laissée pour compte. Elle est laissée pour compte dans la mesure où aucun cadre n'est posé qui pourrait susciter même sa formation ou bien même susciter son engagement citoyen qui se matérialiserait par le respect ou bien par l'adhésion à la prise en charge de la chose publique dans un premier temps. Et du coup, il est bon de préciser que nous sommes face à une grosse problématique qui fait référence à un gros manque à combler, qui est la formation surtout de ces jeunes-là, la formation civique et qui pourrait susciter aussi leur engagement citoyen. D'accord. Je sais ça, c'est mon. D'abord, il faut savoir que le cas de la jeunesse ivoirienne, et je ne sais pas trop si dans les autres pays africains c'est la même chose, mais en Côte d'Ivoire, on ne le dit pas assez. C'est pourquoi quand je parle, j'aime signifier une chose. Nous sommes en politique. Et en politique, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la confrontation entre rapports de force. Celui-là qui pèse plus, celui-là qui a le plus de force, c'est celui-là qui réussit à gagner. Vous voyez, ce dont on est en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a certains dirigeants qui, eux, ont un objectif qui est clair. C'est de se maintenir dans la fonction ou dans les fonctions. Donc, rester, par exemple, à la gestion de l'État, parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a une vision, il y a un objectif. Parce que ça aussi, c'est ce qu'on ne dit pas. Les fonctions politiques, c'est bien, c'est vrai, on accède à ces fonctions-là dans l'optique de faire quelque chose de façon générale, donc pour l'intérêt général. Mais il y a aussi l'ambition personnelle qui conduit à ça.
Donc, lorsqu'on arrive là-bas, on a la volonté de se maintenir par tous les moyens, surtout légaux. Et dans cette volonté de se maintenir, il y a également les jeunes qui viennent par-dessous, qui eux également, pas très intéressés, mais plus ou moins intéressés, tentent également de percer et essayer de rejoindre ceux-là qui sont au-dessus. Donc, ceux qui sont au-dessus, de leur côté, font tout ce qu'ils peuvent faire pour empêcher ces jeunes-là de réussir à les rejoindre. Donc, on est dans un cadre de confrontation où le rapport de force doit s'exercer. Et c'est ceux-là qui sont au-dessus qui finalement utilisent des leviers pour empêcher ceux-là qui sont au-dessous de les rejoindre. Donc, certains parlaient de la gérontocratie qui empêche la jeunesse de rattraper cette gérontocratie-là. Et on voit ça, hein. C'est par exemple des buzz qu'on va créer, c'est par exemple le fait de ne pas suivre le cadre légal qui est déjà mis en place. Donc, si on dit par exemple que les collectivités, l'État, etc., doivent mettre en place les conditions pour permettre à ce que la jeunesse puisse s'intéresser à la chose politique, on ne va pas nécessairement faire la chose. Et même si on est désireux de lancer des programmes, des projets relativement à cela, il n'y a rien dans le fond. Parce que l'objectif pour eux également, c'est de se maintenir. Et dans ce désir de se maintenir, les jeunes pas assez conscients de cette réalité ne font pas aussi l'effort qu'il faut faire pour pouvoir rejoindre. Vous m'entendez? On vous attend maintenant. Allez-y, poursuivez. Vous m'entendez? On vous entend, poursuivez, maître. Et je disais que dans ce désir de se maintenir, les jeunes pas assez conscients du fait qu'il y a un rapport de force qui s'exerce ne font pas également, ne mettent pas de leur côté toutes les chances pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, remplacer effectivement ceux qui sont au-dessus. Donc, ça crée ce qu'on a aujourd'hui. Ceux-là qui dirigent restent et continuent de diriger. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que de base, c'est l'État qui est chargé de permettre à ce que cette transmission-là soit effective, donc permettre à ce que les jeunes puissent facilement revenir. Et si on est conscient avec quelques indices que l'État ne fait pas l'effort qu'il faut faire, ça revient finalement aux individus que nous sommes. C'est donc à nous désormais de parler, d'éveiller les consciences, de revenir sur des sujets qui vont intéresser la jeunesse vis-à-vis de la politique, afin que les jeunes puissent par moments se poser des questions et au fur et à mesure commencer à s'intéresser à la chose politique. Pour moi, c'est la seule, pour ne pas dire l'alternative la plus intéressante que nous avons aujourd'hui, à défaut d'avoir le rôle de l'État de notre côté. D'accord. Avant de vous reprendre la parole, vous avez parlé donc des actions donc, de la jeunesse. Il y a cette question qui revient dans le chat. C'est comment gagne-t-on justement cette expérience, puisque pour reprendre donc sa place, il faut que les jeunes, il faut reprendre leur place, il faut que les jeunes puissent agir. Mais comment agir si justement dans les formations politiques, la place ne leur est pas laissée? Vous, en tant qu'analyste politique, justement, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là? Alors, comme je le signifiais, on ne laissera jamais la place à un jeune pour qu'il puisse remplacer qui que ce soit. Mais dans ce cas de figure, ce que le jeune peut faire, c'est démontrer qu'il est capable de remplacer. Démontrer qu'on est capable de remplacer, c'est par exemple montrer qu'on connaît la chose politique. Commencer également à se frotter aux activités politiques. C'est montrer, en dépit de tout ce qu'on peut voir, surtout sur les réseaux sociaux, que lorsqu'on parle de politique, nous également, on est conscient de ce qu'on dit. On sait ce qu'on dit. On maîtrise la chose. On ne parle pas pour parler, mais on a également les épaules, on a également le costume qui va avec et on est capable d'être un homme politique. Aujourd'hui, et je pense que les jeunes doivent comprendre ça, les partis politiques classiques qu'on a ne sont pas la réalité, le chemin qu'il faut suivre, parce que ceux-là ne vont pas réellement nous aider à changer les choses. Ce qui peut nous aider aujourd'hui, c'est effectivement de nous-mêmes commencer à porter le costume qu'on veut porter pour remplacer par la suite ceux-là qui sont désormais devant nous. Donc, se mettre au niveau qu'il faut se mettre. S'il faut étudier pour arriver à ce niveau, il faut étudier. S'il faut commencer à activer des réseaux pour arriver à ce niveau, il faut activer ces réseaux-là. Mais il faut être sérieux et il faut être vraiment intéressé et intéressant dans ce qu'on a décidé de faire. Franck? Franck, vous nous entendez? Allez-y, on vous écoute. Oui, je soutiens véritablement Assémien. Vous savez, la relève, là, ne se décrète pas, elle se prépare. Donc, croyez-moi, si aujourd'hui on a une éducation qui forme les esprits critiques, de très bons entrepreneurs, des champions nationaux, des leaders d'éthique, des citoyens conscients, vous imaginez ce qui va arriver, il y aura beaucoup de leaders qui voudront qui voudront porter la voix et voudront s'engager en politique. Mais aujourd'hui, comme il a dit, ce n'est pas le cas. Parce qu'on remarque bien que même quand un élu veut faire une cadeau à sa jeunesse, c'est des concerts, c'est du divertissement. C'est fait exprès, c'est du divertissement. Donc,
Pour poursuivre encore sur ce que disait Assémian tout à l'heure, c'est à nous, c'est aux jeunes de prendre vraiment le bâton de pèlerin et puis d'aller se battre, d'aller chercher. Il faut se préparer soi-même parce que l'écosystème ne prépare pas. L'écosystème ne prépare pas. Vous imaginez que tous ces députés que je viens de signer, là, pour la plupart, étaient des candidatures indépendantes. Indépendante. Oui, des candidatures indépendantes. Vous imaginez? Donc, Mais justement, il y a eu plusieurs, on l'a vu, hein, plusieurs candidatures indépendantes, mais la plupart n'ont pas fait long feu, justement, face aux différentes machines politiques traditionnelles qui sont en place. c'est clair que ceux qui ont gagné, comme j'ai dit tout à l'heure, sont de véritables entrepreneurs. Sont des gens qui ont des activités, c'est des champions. Allez faire des recherches sur tous ceux qui gagnent. C'est des gens qui ont quand même une machine économique qui existe. Vous imaginez, donc, ils ont quand même un langage, ils ont un verbe, ils ont des arguments. Hmm. Voilà. Donc, du coup, je reviens sur le sujet. Tant qu'on les jeunes ne se forment pas, tant qu'on ne se forme pas, nous, à la chose politique, pour répéter ce que disait Assémian, tant qu'on ne se forme pas à la chose politique, on ne s'intéresse pas, on n'active pas des réseaux, on ne travaille vraiment pas sur le terrain pour être connu et pour montrer qu'on peut apporter le changement, le développement, on ne nous donnera pas. On ne nous donnera pas. Parce que même quand vous regardez les partis politiques aujourd'hui, vous imaginez que quel est le dauphin d'un parti politique qui est connu, qui est su? Personne, on ne sait pas. Voilà. Cela est la preuve que quand vous voyez les partis politiques aujourd'hui, quand je prends par exemple historiquement, quand le président Bédier n'est plus, vous voyez, il y a une guerre après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu véritablement un travail de fond qui est fait pour désigner en fait le prochain candidat. Vous imaginez? D'accord. Et aujourd'hui, quand vous regardez aussi les partis politiques, les autres comme le RHDP et tout, on a l'impression que, vous voyez, il y a un peu ce problème-là de passation de pouvoir, en termes de, même pas de passation, de donner quand même la force aux autres de prendre la relève. Les gens, D'accord. quand vous allez dans les villes de l'intérieur du pays, on comprend que le pouvoir intéresse tout le monde. Personne ne veut lâcher le pouvoir. Donc, c'est aux jeunes d'aller se battre, d'aller apprendre et de pouvoir mériter quand même leur place en politique. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à tous les trois. Serge, vous avez entendu toutes ces interventions. Les uns parlent donc d'une jeunesse qui se victimise, une jeunesse qui manque de moyens. Et pour aller dans le même sens, il y a eu donc certains témoignages, certains candidats indépendants qui ont dit, nous avions des projets que nous sommes venus présenter aux populations, mais quand vous allez les voir, ils vous disent tout simplement, qu'est-ce que vous avez pour nous? Voilà, et ça rejoint encore une fois une autre question qui est revenue donc dans le chat. Comment faire? Qu'est-ce que les jeunes qui veulent donc participer à la politique, veulent intégrer, veulent donner leur voix, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Donc voilà autant de questions qui sont revenues. Allez-y, Serge. Alors, merci. Avant de répondre à ta question, j'ai une autre préoccupation aussi hein, qui fait référence à plusieurs interventions ici, notamment dans l'intervention de Josias, même tout à l'heure. Quand on Mm. parle il faut que les jeunes aujourd'hui aillent arracher leur place en politique. Je me demande bien comment est-ce que, dans la sphère que nous connaissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment est-ce que cela, même en Afrique et un peu partout, comment est-ce que cela peut se matérialiser? Le On fait posera d'aller arracher. on posera la Voilà. question à Josias tout à l'heure. Voilà, Allez-y. ça c'est déjà un. Mm. Alors, deuxième chose, c'est pour se référer à votre question de tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le constat, il est clair, hein. Les jeunes font d'abord face à un certain nombre de défis qui sont liés à leur situation sociale d'abord. Il y a le chômage. Déjà, il faut faire face à ça, cette réalité. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a déjà ça. Euh, pour la majorité, dans un pays où la majorité, il existe une majorité de jeunes dans le chômage, dans cette situation de chômage, comment voulons-nous que ces jeunes-là aujourd'hui ne pouvant même pas eux-mêmes s'assumer, puissent penser à la destinée d'une communauté ou bien d'un territoire ou même d'un pays? Ça, c'est une question fondamentale aussi à laquelle il faut chercher des réponses. Mm. Mais l'essentiel de tout ce que nous sommes en train de dire ici, je pense que il nous faut avoir une autre lecture. Il faut avoir une autre lecture pour abandonner un peu cet aspect victimisant ou accusateur de la jeunesse, pour se poser vraiment une vraie réflexion structurelle, quoi.
sur Mhm. les responsabilités partagées entre les institutions, dans un premier temps, les élites politiques et les jeunes eux-mêmes. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder une telle question dans un seul sens, en allant dans la victimisation des jeunes, alors dans l'accusation des jeunes qui, selon nous, ne s'élèvent pas eux-mêmes. Mais aujourd'hui, cette responsabilité mérite d'être partagée, partagée entre institutions, élites politiques et les jeunes eux-mêmes. Voilà l'angle, en tout cas, que je voudrais aborder D'accord. euh, sur la réponse à cette Donc, question. pour vous, la jeunesse a d'autres sujets qui les préoccupent Ben oui, plutôt que de absolument. parler politique. D'accord. Ben oui, ben OK. oui. Franck, avant de passer la parole à Josias, allez-y, dites-nous également, qu'est-ce que vous pensez justement de toutes ces interventions, une jeunesse qui se victimise, une jeunesse qui manque de moyens, autant d'aspects qui ont été évoqués par les précédents intervenants. Vous, quel est votre point de vue? Euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a quand même pour ceux qui veulent s'engager en politique, hein, qui veulent préparer véritablement leur engagement politique, aujourd'hui, on a des instituts spécialisés et des écoles de gouvernance. Donc, on a par exemple l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly, qui forme, je crois, pendant 6 mois sur tout ce qui est axé sur le leadership, la communication, les idéologies politiques. Et ces programmes-là sont pour des jeunes entre 18 et 35 ans. Voilà, on a des instituts de relations internationales et de gouvernance qui forment aussi dans la relation internationale et la gouvernance. On a des fondations comme la Fondation Friedrich Naumann qui promet les valeurs du libéralisme, l'éducation civique, l'engagement citoyen et tout ça. Donc, pour moi, faut retourner à la formation. Vous voyez, il faut retourner à la formation. Il faut se donner les moyens quand même de pouvoir avoir la voix qui porte et voilà, ce qu'il faut faire maintenant, c'est donner de la parole aux jeunes. Ouais, faut intégrer les jeunes dans les décisions. Vous savez, il y a un fait marquant qu'on ne doit pas oublier. Vous savez, on a bien vu pendant les campagnes présidentielles, un parti politique, le RHDP, donc on se dit le RHDP a mis en avant une classe de jeunes pour sa campagne. Donc, qui a mis en avant des jeunes pour sa campagne. Vous avez vu ce que ça a créé? Vous avez vu ce que ça a créé? Ça a été un plus pour la campagne présidentielle. Ils ont donné la voix aux jeunes pour aller battre campagne pour le président. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on s'est choisi des jeunes pour porter la voix. Donc, ça veut dire que ces jeunes choisis-là, ils ont quand même la compétence de pouvoir compétir. Il faut que ça soit une volonté politique d'aider les jeunes. Voilà. Il faut que ça soit une volonté politique. Si on peut trouver des jeunes en image pour aller battre la campagne, pour parler aux jeunes, vous savez, c'est des jeunes qui peuvent parler aux jeunes. C'est les jeunes qui arrivent à parler aux jeunes. Voilà. Cette stratégie D'accord. politique-là, elle a bien fonctionné. Donc, du coup, aujourd'hui, on n'est pas. Aujourd'hui, je pense que les jeunes devraient, ou même le gouvernement devrait donner la parole aux jeunes. Donc, intégrer les jeunes dans les décisions, investir dans les compétences d'avenir, le numérique, l'entrepreneuriat, le leadership. Valoriser surtout les modèles positifs. Montrer ce qui a réussi. Montrer aux jeunes ceux qui ont réussi sans tricher et montrer que c'est possible de réussir sans tricher. Il faut D'accord. organiser la transmission générationnelle. Voyez, OK. la relève n'est pas un remplacement, la relève, c'est une continuité. Vous voyez, ça encore, c'est un Absolument. autre débat. Voilà, D'accord. c'est une continuité, donc voilà. OK. Merci beaucoup, Franck. Cela est valable. Juste à ce moment, cela revient donc à à ce que disait tout à l'heure Serge, cette question de savoir comment. Vous avez dit tout à l'heure que c'est aux jeunes d'arracher leur place, de prendre leur place et ne pas attendre que la place soit vide pour qu'elle l'occupe, pour que les jeunes l'occupent. Concrètement, qu'est-ce qui doit être fait d'après vous? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour occuper justement cette place? C'est ce que M. Franck signifiait tout à l'heure. La première des choses, c'est la formation. Parce que vous Formation. voyez, le problème avec la jeunesse, ce n'est pas que la jeunesse n'existe pas, mais c'est la crédibilité de la jeunesse. C'est ça son C'est ça. problème. C'est le problème qu'on observe au niveau de la jeunesse. Et c'est ce qu'on a pu remarquer avec l'élection présidentielle lorsqu'on a eu M. Jean-François Poissy. La crédibilité de l'homme n'était pas à un certain niveau où les jeunes pouvaient, dans leur ensemble, le soutenir. Le problème de la jeunesse, c'est la crédibilité. Et pour pouvoir faire taire tous ceux-là qui disent que le jeune n'est pas crédible, il y a deux choses très importantes. La première, c'est de montrer qu'on a les compétences, qu'on a le costume. Donc, ça se fait grâce aux études. Avec les études, on peut montrer qu'on a un certain niveau et qu'on est capable de diriger. Et il y a plusieurs formations qu'on pourrait faire pour avoir ces épaules-là, qui ont été signifiées par M. Franck, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais plutôt m'attarder sur le deuxième élément. C'est la conviction et montrer qu'on est convaincant.
La conviction, en ce sens où vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est un peu plus à l'aise. Permettez-moi de dire ça, un peu plus à l'aise que dans les années 80. Dans les années 80, il y avait un certain Laurent Gbagbo, qui lui n'avait pas les mêmes conditions que nous aujourd'hui, réseaux sociaux, un peu de liberté, mais qui a réussi, dans cette jeunesse dans laquelle je trouvais, à s'exprimer et à faire entendre aux autres que la jeunesse existait et que la jeunesse voulait faire entendre autre chose. Dans la clandestinité, ils ont mis en place ce qu'on appelle le noyau des cinq, avec lequel ils ont réussi à parler, à se faire entendre. Et même le président Fouad Boigny n'a pas été indifférent. Pour dire que si la jeunesse a simplement la volonté, est convaincue qu'elle est capable de faire avec sa connaissance, elle va réussir à atteindre le sommet. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plus ou moins les leviers qui pourraient nous permettre de faire cela, surtout avec les réseaux sociaux qui pourraient mobiliser le maximum de jeunes en faveur du candidat jeune qui a déjà prouvé qu'il a la conviction, mais qu'il a aussi l'épaule, le costume pour pouvoir être effectivement un président de la République, un député ou un maire. D'accord. Quelqu'un disait que être jeune, ce n'est pas un projet politique, comme quoi il faut vraiment être prêt à tous les niveaux pour justement espérer briguer la magistrature suprême et d'autres postes de décision. Franck, vous ne vous êtes pas exprimé donc sur ce sujet. On va donc poursuivre avec vous. Quels sont, selon vous, les leviers qu'il faut activer? Éducation, mentorat. euh, Qu'est-ce qu'il faut faire? Éducation, engagement citoyen. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, vous qui faites donc la promotion de la présence donc des jeunes au devant de la scène ici en Afrique? Qu'est-ce qui doit être fait concrètement? C'est clair que l'éducation est la clé de la relève, hein. Mm. Donc, comme vous savez, la relève ne se décrète pas, elle se prépare. Donc, mais après, ce n'est pas n'importe quelle éducation. Nous devons passer d'une éducation de mémoire à une éducation de transformation. Vous voyez, une Ouais. éducation qui forme des esprits critiques, des entrepreneurs, comme je viens de dire tout à l'heure. Et puis, voilà, il faut vraiment placer la jeunesse comme un moteur de stabilité. Vous voyez? Parce que si on ne place pas la jeunesse comme un moteur de stabilité, la transition ne pourra pas être bien faite. Et ça peut être encore un autre problème, ça peut être une bombe sociale. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, l'éducation, pour moi, c'est la clé. Former les jeunes à avoir des opportunités. Former les jeunes à pouvoir s'engager. Vous savez, l'engagement communautaire aujourd'hui est le meilleur levier qui rapproche non seulement la communauté à celui qui est engagé. C'est le levier qui aide le jeune à pouvoir trouver des solutions pour sa communauté. Qui dit trouver des solutions pour sa communauté peut créer automatiquement un programme de changement de la communauté. Vous voyez, en étant engageant dans la communauté, en prenant soin de la communauté, que ce soit dans l'environnement, dans l'éducation, dans la santé, tout ça, ça nous aide déjà, en tant qu'engagés citoyens, à maîtriser les problèmes de la société. Donc, du coup, quand on a une personne qui trouve des solutions pour les problèmes de la société, on commence à s'engager en politique. La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Donc, celui-même qui s'engage dans la société est en train de faire la politique. Moi, je suis en train de faire la politique. Mais je fais la politique autrement. Je ne fais pas la politique politicienne. Je fais la politique du développement. Ça, c'est ce qu'il faut. Il y a une nuance là. C'est ce qu'il faut savoir. Je fais de la politique, mais la politique du développement. Vous comprenez? Et imaginez-vous que beaucoup de jeunes s'engagent dans leur communauté. Ils apprennent à parler en public. Pour être politicien, ou bien pour faire de la politique, ne pas être politicien, mais pour faire de la politique, il faut savoir parler, il faut savoir convaincre. Donc, Absolument. déjà, dans l'engagement, ils apprennent à parler en public. Dans l'engagement, ils apprennent la structuration. Vous voyez, ils apprennent la structuration. Ils apprennent à reconnaître les problèmes de la société et ils apprennent à rechercher des solutions pour les problèmes de la société. Quelqu'un qui s'engage dans la communauté pendant longtemps, vous allez voir que la population même va réclamer cette personne-là pour la diriger, pour la gérer. Vous voyez? Donc, l'engagement citoyen, pour moi, c'est véritablement la clé. L'autre chose, comme j'ai dit, c'est former les jeunes à être de très bons entrepreneurs. Parce que quand tu as une entreprise qui fonctionne, il y a une certaine crédibilité qui naît déjà. Parce qu'on se dit, quand il a pu réussir socialement, on est d'accord qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. On ne donne pas ce qu'on n'est pas. On donne à une société ce qu'on a gagné, nous, ce qu'on a. Et vous voyez les discours politiques. On fait des promesses. Donc, quand quelqu'un réussit socialement, il devient légitime vis-à-vis de sa population. Parce qu'on s'est dit, s'il a pu réussir lui-même, il peut nous aider à réussir.
La deuxième chose, c'est que quand quelqu'un réussit, il a de la valeur. Donc, on s'est dit, mais ce jeune-là, il est crédible, il a de la valeur, voilà, il fait de très belles choses. Donc, c'est clair qu'il va défendre nos valeurs, il va défendre la communauté. Voilà, d'où il faut véritablement mettre l'accent sur l'engagement communautaire. Je D'accord. salue le gouvernement, je salue le ministre qui a engagé des réformes en termes Mm. de subventions pour appuyer les organisations de jeunesse. C'est véritablement à saluer. Et j'ai vu encore dans le discours que toutes les lois liées au développement de la jeunesse seront quand même mises en exécution. J'ai vu des budgets qui ont multiplié. Donc, on verra aussi certainement avec tout ce qui se passe le changement d'un écosystème. Vous savez, un gouvernement, il n'est pas acteur, il est celui qui crée l'écosystème. Donc, il est Mhm. fondateur, il fédère l'écosystème. Il fait Tout en à sorte fait. que l'écosystème aide les jeunes à se positionner et à déployer son potentiel. Voilà. D'accord. Donc, le Merci. gouvernement aujourd'hui est prêt à travailler sur l'écosystème et je pense que c'est quelque chose qu'il faut véritablement saluer. Voilà. Merci Franck. Serge, justement, je voudrais cette question d'un participant qui dit ceci, et je cite, dans nos cultures, le respect dû aux aînés confirme souvent à la soumission, se confond souvent à la soumission. Est-il possible d'assurer la relève sans passer pour un impoli ou un rebelle? Comment briser le plafond donc de verre culturel? C'est vrai que parfois, on dit à certains jeunes qu'ils sont pressés, non, il a encore le temps, pourquoi maintenant? Voilà, qu'est-ce que vous répondez à cela, Serge? Je sais forcément, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme c'est le cas justement pour les femmes dans les assemblées élues, un quota leur est accordé? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose pour les jeunes, dire par exemple qu'il faut un quota, je ne sais pas, de 30% ou 25% obligatoirement aux jeunes à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais quel est votre avis sur peut-être cette piste? Je pense que c'est cette piste-là qui ne va pas arranger les choses. En ce sens où, vous voyez, lorsqu'on donne un quota à quelqu'un ou à un groupe social, c'est parce qu'on est conscient du fait que ce groupe social-là est généralement mis en minorité dans le domaine en question. Donc, Mhm, lorsqu'on parle de la politique, on se rend compte que soit les femmes ne gagnent pas généralement certaines élections, ou elles ne participent même pas aux élections. Et mhm, lorsqu'on regarde l'évolution de la Côte d'Ivoire avec les quotas qui ont été mis en place, les quotas sont généralement pas atteints. Et on mhm, remarque qu'il y a une régression. Même avec l'élection législative qu'on vient à peine de faire, il y a une régression du nombre de candidates relativement au nombre de candidates en 2021. Donc, tout à ça fait. n'arrange pas forcément, ça n'apporte pas effectivement un changement comme on pourrait le souhaiter. Par contre, ce qu'on pourrait faire à la réalité, c'est de Mhm, mettre effectivement en application ce que les lois nous ont déjà demandé. Vous savez, la Constitution de Côte d'Ivoire même prédit ou demande à ce que, au niveau de la gestion des collectivités et même de l'État, il y ait des faveurs qui soient données aux jeunes dans les domaines culturels, sportifs, éducatifs et politiques. Donc, il faudrait, par exemple, sans prendre en compte les lois organiques, que l'État et les collectivités puissent déjà aider les citoyens à s'intéresser, à comprendre, à savoir, à aimer ce que c'est que la politique. Et à partir de cet instant, on pourra maintenant voir les jeunes commencer à aller vers la chose politique, de conflit implicite entre ceux-là qui détiennent le pouvoir et la mhm, jeunesse. Et mhm, pour ne pas voir les jeunes facilement prendre leur place, il y a cette facilité-là qui n'est pas donnée. Donc, la solution qu'on a, on va revenir à ce que je disais, c'est que nous déjà, on commence à sensibiliser, à éveiller les consciences, à parler de la chose afin que certains jeunes puissent également commencer à se questionner et voir qu'effectivement, il y a des faveurs qu'ils doivent recevoir, qu'ils ne reçoivent pas et qu'ils doivent désormais se mettre au travail pour pouvoir changer les choses. d'accord. Merci beaucoup, Josias Arsemon. La même question pour vous, Serge. Est-ce que la question du quota, tel que je le mentionnais tout à l'heure, est-ce que vous partagez le point de vue de Josias qui dit que c'est pas la solution? Est-ce que c'est ce que vous dites aussi? Mais moi, je pense que ça sera déjà un bon début pour parler terre à terre. Mhm, Ça dénoterait d'une volonté politique, dans un premier temps, de mhm, pouvoir faire référence à, ou bien laisser une place aux jeunes. Voilà comment ça pourrait peut-être se matérialiser, cette volonté politique-là. mhm. Je peux faire des comparaisons. Je peux faire des Allez-y, comparaisons. allez-y. Par exemple, de l'Organisation mondiale du mouvement scout, qui aujourd'hui est fondée sur la formation et l'éducation des jeunes. Alors, il y a une réforme qui veut que chaque fois qu'il y a des rencontres au niveau mondial,
chaque délégation soit constituée d'au moins 50% de jeunes. Parce qu'on Mhm. estime qu'on ne peut pas aller réfléchir, prendre des décisions qui concernent les jeunes sans que les jeunes eux-mêmes ne soient impliqués. Vous voyez un peu. Mhm. Donc déjà, je pense que c'est un bon début. Ça dénoterait d'une volonté politique claire de pouvoir associer les jeunes à la chose politique en leur réservant déjà un quota. Mhm. Donc, Mais, mais encore que, voilà, ça ne suffit pas. C'est clair que ça ne suffit pas. mais Instaurer un ça peut être un quota, début, comme vous le disiez tout à l'heure. un OK. début, mais après, il y a tout l'environnement qu'il faut mettre en place en termes de formation et tout ce que nous Mhm. venons de dire ici, en réalité. D'accord. Franck, Moi, je sur la pense même qu'un question. Mhm. oui, moi je pense qu'un indicateur comme Monsieur Serge Kwame, Monsieur Assemon, pardon, ont indiqué. Pour moi, par exemple, je penche beaucoup plus vers Monsieur Serge Kwame parce que pour moi, déjà un nombre, si Monsieur Assemon arrive par exemple à dire que c'est pas respecté, c'est parce qu'au moins il y a un cadre institutionnel qui existe. Donc si Mhm. on peut indexer quelque chose qui n'a pas marché, c'est parce qu'il y a une loi qui encadre qui fait qu'on peut indexer. Donc Mhm. si déjà l'existence de la loi peut permettre, pour un bon début, comme M. Kwame le dit, ça va nous aider quand même à travailler, à arriver quand même à avoir la majorité. Parce qu'on arrive Mhm. déjà, on arrivera déjà à mettre le doigt et ça pourra nous aider à faire des études pour comprendre pourquoi, malgré le quota indiqué, les jeunes n'arrivent pas. Donc, est-ce que c'est la formation? On aura encore beaucoup plus d'écoles de politique pour aider à la formation. Est-ce que Mhm. c'est parce que les jeunes sont moins autonomes? Ça pourra quand même être un indicateur qui va orienter euh, 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 les gouvernants à quand même mettre l'accent sur, je dis, mettre l'accent vraiment sur le problème et trouver des Mhm. solutions pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes engagés en politique. Je prends un exemple. Quand il y a des programmes, par exemple, de développement qu'on veut mettre en place, certains partenaires nous demandent, par exemple, qu'on ait 50% de femmes, 50% d'hommes, et en plus de ça, il faut travailler maintenant sur les minorités. Donc, il faut un pourcentage de personnes migrants, il faut un pourcentage de personnes en situation d'handicap ou à mobilité réduite. Vous voyez? Mhm. Déjà, ces indicateurs-là nous aident à rechercher, à trouver des Mhm. solutions. Même quand on n'arrive pas à trouver 50%, au moins la recherche a été faite. Donc, du coup, rechercher, c'est trouver. Rechercher, c'est chercher à trouver. Donc, du coup, c'est un très bon début d'avoir quand même un quota. Comme ça, on saura pourquoi le quota n'est pas respecté et ça va nous aider à trouver la réponse et à aider vraiment à faire avancer les choses. Donc, pour moi, oui, je suis pour un quota. D'accord. Josias, allez-y sur cette question donc des jeunes qui seraient beaucoup plus intéressés donc par le buzz plutôt que l'intérêt général d'après notre participant. Rappelé par M. Kwame, ça c'est un constat. Et Mhm. lorsqu'on revient sur la formulation de la question à partir du constat, je pense que ce n'est pas la bonne question qu'il faut se poser. La bonne Mhm. question, c'est par exemple, lorsqu'on voit qu'il y a un sujet qui concerne tous les Ivoiriens et qu'un bad buzz détourne l'attention des Ivoiriens, est-ce que les Ivoiriens sont assez matures pour comprendre que c'est un bad buzz qui vient à la réalité perturber l'intérêt général? C'est ça la bonne question. Ce n'est pas Mhm. forcément de savoir s'ils se soucient de l'intérêt général, non. Ça, ce n'est pas un indicateur qui pourrait nous permettre de percuter cela. Par contre, cet élément Mhm. nous permet de comprendre que les jeunes Ivoiriens, permettez-moi cette expression, ne sont pas assez matures pour comprendre qu'il y a quelques leviers qui sont utilisés ou appuyés par certaines entités, certains acteurs pour pouvoir les détourner de l'intérêt général, surtout des sujets très importants qui causent ou posent problème à l'intérieur de la société. Donc, c'est un constat qu'on fait tous quand aujourd'hui on essaie d'apporter des éléments de réponse à ce constat-là, mais qui est très difficile parce que lorsque ces bad buzz naissent, ils sont tellement forts qu'une seule personne ou deux personnes seulement ne peuvent pas résister. Mhm. D'accord. OK. Je vais vous permettre de réagir à tout ce qui a été dit tout à l'heure par notre intervenant. Est-ce que vous pensez que l'environnement sied justement à cet engagement justement de la jeunesse? Franck? Je pense que non, parce qu'en réalité, on voit la politique autrement dans d'autres pays. On voit, je pense il y a beaucoup de façons de faire la politique. Ce que je peux dire, c'est que, vous savez, quand on est dans un pays de droit, je pense que l'une des choses sur lesquelles on veut travailler quand on veut s'engager politiquement, c'est de maîtriser le droit. Donc, maîtriser ses droits et ses devoirs.
Voilà. Il pourrait avoir, il y a des abus certainement, parce que tout ne peut pas être maîtrisé, mais je pense qu'aussi, faut que les jeunes soient éduqués au droit et au devoir. Je pense que ça aide quand même à comprendre certaines situations. Parce que très souvent, nous ne maîtrisons pas le droit, donc on juge à distance de ce qui est bien fait et de ce qui n'est pas bien fait. Donc, faut de plus en plus maîtriser le droit. Et je pense que ça nous aide quand même à comprendre certaines situations. Ça nous aide quand même à savoir que X est en prison parce qu'il a fait ça. Ça nous aide à savoir quand il y a même injustice. Parce qu'il faut être clair aujourd'hui, les jeunes refusent l'injustice et beaucoup de jeunes ont peur. Aujourd'hui, on est d'accord que quand quelqu'un fait la politique, on a l'impression que son baptême de feu, c'est la prison. Je pense qu'on a cette impression-là. Voilà. Moi, j'ai entendu des gens dire qu'un président, mais il faut qu'il rentre au pays, il a peur, il reste là-bas parce qu'il ne veut pas faire la prison. Pourtant, et que c'est le baptême de feu. Mais nullement dans un droit, dans un cadre juridique, il est mentionné que pour être un très bon politicien, il faut avoir fait la prison. Vous voyez ce que je dis? C'est une impression. C'est une impression qu'on a parce qu'on a vu depuis dans l'histoire le président Gbagbo. On a vu plein de personnes emprisonnées. Il existe encore des personnes qui sont là. Mais si on maîtrise le droit, ça va nous aider quand même à apporter quand même comprendre. un avis, voilà, à comprendre ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait. On ne va pas seulement s'aligner sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux pour prendre pour prendre des décisions ou pour comprendre certaines décisions. Voilà. Merci. C'est bien noté. On passe donc au tout dernier sondage qui vient donc d'être lancé. N'hésitez pas encore une fois à vous prononcer. Héritage, responsabilité et vision. Cela nous permet justement d'aborder le tout dernier tableau de nos échanges. D'accord, ça revient en tout cas à l'environnement aujourd'hui. Est-ce qu'il sied justement à l'engagement politique de la jeunesse? Tout à l'heure, on a entendu l'avis de Franck sur la question. Serge, c'est à vous. Dites-nous, est-ce que l'environnement s'y est? Et vous avez entendu la question tout à l'heure de notre participant. Oui, j'ai bien entendu. Merci, Abdul. Bon, l'énoncé comme ça, pour moi, voudrait aussi dire que on n'est même pas dans un environnement de maturité politique, on va dire ça comme ça. Parce que aujourd'hui, faire la politique, c'est adosser, je veux dire, l'environnement politique même quand même à certaines normes, notamment à certaines normes démocratiques, à certaines normes éthiques qui font référence à des libertés, à la liberté d'expression, à vraiment la liberté de pouvoir faire montre de sa conviction et tout ça. Mais aujourd'hui, si force est de constater que nous sommes dans un environnement où dès que tu commences à t'exprimer, que tu as tendance à nager à compte courant et tu subis des représailles, ça voudrait dire que nous sommes dans un environnement qui n'est pas du tout mature politiquement. Voilà ce que je pourrais dire en termes de constat. Je cherche assez bon. OK. Donc, comme je le disais, moi, j'ai plutôt une analyse qui est un peu réaliste, en ce sens où aujourd'hui, même la Constitution de Côte d'Ivoire, beaucoup de partis politiques, beaucoup de citoyens mettent l'accent là-dessus pour dire qu'elle n'est pas respectée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent par rapport même à l'existence de certaines institutions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent par rapport même au jeu électoral. Il y a fraude, il y a ceci, il y a cela. Pour dire que c'est un environnement dans lequel il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire. Ça ne signifie pas forcément qu'au regard de tout cela, on ne peut pas faire la politique parce que, je le disais tantôt, on avait des conditions qui étaient encore plus tendues et difficiles que ce qu'on a aujourd'hui à l'époque sous le régime du président Félix Houphouët-Boigny. Mais ça n'a pas empêché le noyau des 5 avec M. Laurent Gbagbo de s'exprimer dans la clandestinité. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, face à cette réalité, il faut également adopter une stratégie qui va permettre à ce qu'on puisse faire ou être dans le long terme sans se faire détruire, localiser facilement. Il n'est pas question d'adopter la même posture qu'autrefois, mais ici, il faut être un peu plus subtil. Même quand on fait la politique et qu'on a des mots, des propos à tenir, il faut également faire très attention relativement aux propos qu'on tient. Lorsqu'on fait la politique et que on est dans un contexte comme le nôtre, où on dit il y a insécurité, il faut également, avant de poser un acte, connaître le droit qui est relatif à l'acte ou au domaine dans lequel on va se lancer. Il faut prendre connaissance à la réalité du milieu dans lequel on se tient, où on se trouve, pour pouvoir activer tous les niveaux de sécurité au cas où. Et c'est avec ça qu'on réussira à faire la différence. Si on revient par exemple avec le cas Jean-François Kouassi, par exemple,
tout ce qui lui a été reproché, pour ne pas dire majoritairement ce qui lui a été reproché, c'est le fait qu'il ait tagué, par exemple, la ministre de la fonction publique dans son poste, c'est le fait qu'il soit allé manifester alors qu'il devait d'abord demander quelques préavis. Donc, si on connaît le droit, on connaît la loi qui encadre ce qu'on veut faire, on réussira à mettre les chances de notre côté pour pouvoir déployer ou se manifester sur le territoire de façon tranquille. Alors, le contexte ne pourra pas changer aujourd'hui, demain ou après-demain. Le contexte ne pourra pas changer aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est de prendre tous les éléments qui vont nous permettre d'être sécurisés pour voir en l'état actuel. D'accord, d'accord. La parole publique, on doit faire attention en tout cas à ce qu'on dit, c'est ce qu'on retient. On a ce message d'un participant qui dit, face aux mutations actuelles, la jeunesse, malgré les défis liés à l'emploi, à la formation et à sa faible participation aux décisions, dispose grâce au numérique, à l'entrepreneuriat et à l'engagement citoyen d'une opportunité historique pour se former, innover et assurer donc une relève compétente et responsable. Un message donc d'un participant. Nous en arrivons presque à la fin de nos échanges. Le temps passe tellement vite, les échanges sont donc passionnants. Je voudrais qu'on termine sur cette question que je viens envie de vous poser à tous les trois. On est à quelques années, à 2 ans maintenant, un peu plus ou un peu moins de 2 ans, je ne sais pas, de la prochaine échéance, notamment les élections locales. Il y a donc des jeunes qui vous regardent présentement, qui vous écoutent et qui sont convaincus par vos propos et qui sont donc qui sont décidés à s'engager donc en politique. Par quoi commencer? Cette question-là est revenue plusieurs fois dans le chat. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Si, par exemple, une personne souhaite participer, par exemple, aux élections locales en 2028, par quoi commencer tout de suite? On est là à 2 ans. Cas concret. Qui se lance? Franck? Comme le disait tout à l'heure M. Hachemon, n'attendez pas qu'on vous donne la place. Préparez-vous à l'occuper. Préparez-vous à l'occuper. Une relève ne se demande pas, elle se mérite par la compétence, par l'intégrité et par l'engagement. Vous voyez, pour moi, honnêtement, l'Afrique n'a pas besoin d'une jeunesse parfaite, elle a besoin d'une jeunesse qui est consciente. Donc, la façon dont vous vous préparez pour l'avenir va définir comment vous êtes prêt dans 2 ans, comment vous êtes prêt dans 2 ans. Et même vous pouvez commencer à vous préparer aujourd'hui par la formation. J'ai cité ici des sources d'universités privées qui forment à la politique. Ça pourra vous aider à comprendre pas mal de choses. J'ai dit ici tout à l'heure qu'il y a des droits qui encadrent la politique. Il faut maîtriser ces choses. J'ai parlé ici d'engagement citoyen qui vous rapproche de la population, des réalités des populations. Il faut commencer à s'engager sur ça. Et vous verrez que même si dans 2 ans, vous n'avez pas peut-être gagné parce que vous faites votre classe, mais et dans 7 ans, parce qu'on a 5 ans là, donc, et dans 7 ans, vous risquez d'être une figure majeure dans votre région, dans votre commune, et avec une forte proposition de développement de la communauté là où vous voulez vous présenter. Donc, tout est dans la préparation, tout est dans la structuration, dans la vision, et il ne faut pas vouloir les choses forcément maintenant. Il faut vouloir les choses à long terme. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu Je sais, ça c'est bon. Allez-y. C'est la même question. Par quoi commencer tout de suite? Tout a été dit, hein, pour la formation, pour le travail de terrain. Et c'est surtout sur ça que je veux insister, le travail de terrain. Vous savez, ce qui fait la particularité du RHDP aujourd'hui, c'est qu'il réussit à aller très loin. Il réussit à toucher beaucoup de personnes en profondeur. On peut décrire les méthodes utilisées, mais la finalité, elle est claire. C'est que le RHDP réussit à toucher beaucoup de personnes. Et c'est ça qui fait la différence. Si on est aujourd'hui désireux d'être candidat pour 2027, il faut désormais se préparer. Donc, commencer à échanger avec les jeunes de sa localité, commencer à plaire au moment de la localité, parce que comme le dit un certain adage, lorsqu'on a les femmes avec soi, on réussit facilement à gagner une élection. Commencer à toucher toutes ces personnes-là qui peuvent faire basculer les choses. Mais c'est là aussi la chose la plus dangereuse. Si c'est aujourd'hui, en 2026, que vous êtes désireux d'être candidat pour la prochaine municipale, il y a des fortes chances que vous ne réussissez pas. Parce que, désolé, si par exemple ce que je dis, ça déçoit beaucoup, mais une élection, surtout comme celle-là, ne se prévoit pas ou ne se prépare pas en l'espace de 2 ans, surtout en Côte d'Ivoire actuellement. Parce qu'il faut aussi avoir les moyens financiers.
La meilleure manière pour un jeune aujourd'hui de s'imposer et d'être véritablement un jeune en politique qui n'est pas corrompu, qui n'est pas proche d'un parti politique, c'est d'aller en indépendant. Et aller en indépendant, c'est avoir tous les moyens pour. Au-delà de tout ce qu'on dit, il y a aussi un facteur qu'on ne signifie pas assez, qui est le réseau. Il faut avoir aussi le Mhm. réseau avec soi. Vous voyez, dans certaines localités, il y a des personnes, dans certaines localités, il y a forcément des personnes à toucher avant de commencer sa campagne ou avant même de commencer à parler politique. Par exemple, le Mhm. chef du village, par exemple, l'homme le plus connu ou le plus célèbre, si vous voulez. Par exemple, la présidente de la coopérative des femmes. C'est-à-dire qu'il faut commencer dès maintenant à dresser la liste des personnes qu'il faut toucher dans ces localités-là. C'est vrai, on est désireux pour la prochaine élection, mais c'est dès maintenant qu'il faut commencer à être sur le terrain et saisir, séduire toutes ces personnes-là qui vont nous permettre de gagner très bientôt. Donc, il faut D'accord. véritablement faire un travail de terrain et aussi se préparer au niveau de la formation. Mhm. D'accord. Serge? Alors, pour compléter, hein, Franck et Josias ont vraiment détaillé beaucoup de choses là. Et pour apporter des compléments, moi, je pense qu'il faut aussi repenser l'éducation même au-delà du leadership, parce que il est bon de constater que dans nos communautés, dès lors qu'on se sent un peu dans l'âme du leader de la communauté, on commence à avoir des ambitions politiques et autres et tout ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aussi être formé à être des citoyens vraiment Mhm. engagés pour ta communauté et surtout responsables. Surtout responsables. Et ça, je pense que ce n'est que de cette manière-là que on devient en griffe le porte-parole ou bien le représentant d'une communauté tout entière. Et à ce titre-là, je pense que ça confère aussi la confiance. Et voilà quoi. Voilà ce que D'accord. j'avais à vous dire. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation, la qualité donc de vos analyses ce soir, de vos propositions. Les jeunes ont été nombreux en tout cas à interagir et à prendre note. Je suis sûr que cela fera bien sûr tache d'huile hein, et qu'ils seront de plus en plus engagés donc dans la sphère politique. On va donner à présent la parole à voilà, chacun de nos intervenants pour en tout cas le mot de fin. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne en une, deux phrases, s'il vous plaît, avant en tout cas de refermer cette rencontre? Je commence bien sûr par Serge à présent. Merci. Je voudrais simplement dire hein, en guise de conclusion que en réalité, la jeunesse ivoirienne ne manque pas d'énergie, ni d'idées, ni d'ambition. La question qui fait référence à sa capacité à assurer la relève doit se structurer autour de d'autres paramètres, notamment, comme on a dit ici, l'accompagnement, la formation, mais il y a aussi l'engagement, surtout l'engagement que nous devons tous avoir et que nous devons tous promouvoir, en tout cas dans nos différentes communautés. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on pourra réussir à détourner justement nos jeunes, en tout cas la majorité de ces jeunes-là qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne s'intéressent qu'au buzz et au bad buzz. D'accord. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup et, d'avoir accepté en tout cas cette invitation. Merci pour la qualité en tout cas de ces interventions. Julia Sassemon, qu'est-ce qu'on retient après donc ces échanges? En l'état actuel, il faudra que tous les jeunes puissent être des missionnaires. Des missionnaires en ce sens où, vous voyez, je l'ai signifié d'entre eux de jeux. On a trois types de jeunes en Côte d'Ivoire. Et peut-être ça peut s'étendre sur l'Afrique. Ceux-là qui s'intéressent, ceux-là qui doutent et ceux-là qui ne s'intéressent même pas du tout. Nous sommes minoritaires, nous qui osons nous intéresser ou qui nous intéressons réellement à la politique. Il faudrait que nous soyons des missionnaires, en ce sens où on va parler également de politique, on va vulgariser la politique, faire entendre ça à d'autres jeunes, recruter également des jeunes qu'ils puissent intégrer notre cercle, qui est de ceux-là qui pourront un jour, avec simplement ce qu'ils disent, changer les choses. Et parmi nous, il y aura certainement ceux-là qui vont diriger à l'avenir. Et ainsi, on pourra avoir le pays, le monde, l'Afrique qu'on souhaite tous avoir un jour. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Julia Sassemon. On termine par vous, Franck. Bon, déjà, le constat que j'ai fait, c'est que chaque génération doute de la suivante. Ça, c'est une remarque que je fais. Pourtant, toutes les générations, toutes les grandes révolutions politiques, économiques et culturelles ont été portées par des jeunes. Quand on pense aux mouvements d'étudiants qui ont même renversé des régimes, transformé des constitutions et même redéfini des nations. Voyez, pensons aujourd'hui aux entrepreneurs
et aux activistes numériques et aux innovateurs africains qui redéfinissent même l'économie du continent. Vous voyez? Donc, la question même qui devrait être posée au lieu d'être la jeunesse peut-elle assurer la relève, pour moi aujourd'hui, la question c'est sommes-nous prêts à faire confiance à la jeunesse, à lui faire confiance? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons mériter non seulement la confiance par la formation, par la maîtrise du cadre juridique, par l'autonomisation, donc faire en sorte d'être quelqu'un qui est quand même pur ici dans sa vie sociale, donc travailler dans une entreprise ou être entrepreneur et surtout s'engager dans la communauté. Voilà. Pour moi, on a tout ce qu'il faut en tant que jeune. Les jeunes, le jeune Ivoirien, il est très brillant, on sait tous. Le jeune, même dans les buzz, il y a de l'innovation. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a des nouvelles phrases, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles directions. Il y a véritablement un impact qui fait que c'est assez intéressant de comprendre que les jeunes ont beaucoup d'innovations. Mais il faut que ces innovations-là maintenant soient régulées, soient déversées dans des choses utiles afin de construire. Donc, n'attendons pas qu'on nous donne, méritons. Vous savez, il y a un adage qui dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, si jusqu'à présent le maître n'est pas encore apparu, donc travaillons véritablement à être prêts. Parce que la jeunesse, ce n'est pas demain, la jeunesse, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se prépare pour demain. Donc, soyons prêts, tout est prêt pour nous, tout est bon pour nous. Et puis, bon, voilà. Félicitations. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Nous arrivons donc au terme de ces échanges, hein. Ce soir, une chose apparaît clairement et il faut que nous le retenions. La question donc de la relève n'est pas simplement une question d'âge, c'est une question de vision, de préparation, d'opportunité et aussi de courage collectif. Et on a eu donc des solutions qui ont été donc abordées, hein, par nos trois invités que nous remercions. Merci Franck, merci Serge, merci aussi à Josias pour d'avoir accepté de faire le débat ce soir. Rendez-vous donc très vite pour d'autres programmes donc de Polaris Association avec ses partenaires. Excellente soirée à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.